l'auteur. Qui sera champion au classement après 28 journées? Lille fait la course en tête, 2 points d'avance sur Paris, 3 sur l'OL et 7 sur Monaco. La course au titre vue par les intéressés hier soir. On commence par Rudy Garcia. Donc voilà, c'est très bien. On voulait être premier à 20h59 et on l'était. Donc objectif atteint pour nous ce soir. J'ai suivi le match, les résultats de Lyon avant notre match. Et évidemment, ça vous met une pression supplémentaire. Ce n'est pas du soulagement parce qu'on sait qu'il nous reste 10 matchs et que si on gagne les 10 matchs, avec en plus les confrontations directes, on sera champion. Je sais qu'il faut avoir de la patience pour gagner. Après, pour la course au titre, on est encore loin. Mais on est là. Voilà, à 10 journées de la fin, il est là, il est leader, c'est Christophe Galtier, les autres le suivent. Quel est votre favori pour le titre? C'est le sondage du soir et puis on va en débattre, on va avoir quelques estimations, hein, évidemment. Personne n'est péremptoire sur le plateau de l'équipe du soir. Ah oui. Encore que. Mélisande Gomez, vous me dites avantage qui, et après on dira dans les pourquoi, mais qui comme ça? Paris. Paris, la force de l'habitude. La grimace, c'est aussi Paris pour Bertrand. Paris Saint-Germain, ouais. Régis? Je suis désolé de vous décevoir, mais... Non, c'est Paris. Bernard, donc... c'est Lille. Eh bien, c'est Lille. Le président a demandé... C'est ouvert, mais Paris, je ne les vois pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Non. Ah eh ben, non. Ah non, mais attendez. Paris, pas plus que les autres. Alors, parce que c'est la force de l'habitude, parce que Paris a les meilleurs joueurs, parce que... Non, Oui, parce que je pense qu'ils ont un effectif au-dessus, très au-dessus de tous les autres. Et qu'il y a de la marge. Et que ça fait depuis le début de saison qu'on dit qu'ils ne sont pas très bons, qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont décevants, qu'il manque des joueurs, que ceci, que cela. Ils ont changé d'entraîneur et pourtant ils sont là au contact, ils sont qu'à 2 points. Et que je pense qu'ils ont la marge pour hisser le niveau un peu au-dessus et pour battre leurs concurrents directs, puisqu'ils les ont à chaque fois. Et qu'ils n'ont pas de gros matchs contre des concurrents directs à proximité de la Ligue des Champions, ce qui aurait pu être le risque. Mais ils ne l'ont pas. Donc, ok. Voilà. Mélisande, argument recevable, président? Non. Sachant qu'il n'y a pas de temps fort... Pas tant que ça, parce que le problème du PSG, c'est dans les confrontations directes en question, qui risquent de s'avérer déterminantes, quel sera le 11 de Paris? C'est-à-dire, si dans la confrontation directe, tu n'as pas Verratti, tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Di Maria, et tu as peut-être Mbappé sur une jambe ou des choses comme ça, et c'est l'éternel problème de Paris. De cette saison, oui. Hein. Contre Dijon, pour être, tu vois, dans des choses un peu récentes, il se balade alors qu'il manque 7 titulaires, quand même. 7 titulaires. À Bordeaux, ils gagnent alors qu'ils ont... Il en manque 6. Ouais, mais en plus, Di Maria, Neymar, Mbappé... Voilà, il en manque 6. Verratti. Oui, mais c'est Dijon et Bordeaux. Ouais. C'est le problème de Paris. Si tu as une équipe à 85%, 90%, je trouve que dans les confrontations directes, ils devraient s'en sortir. Encore qu'il n'y aura pas 10 000 matchs dans les confrontations directes. Tu sais bien, un match, à quoi ça tient. Mais le problème avec eux, c'est inouï, Paris. Le nombre de blessés. Je vous renvoie l'argument aux gens qui ont voté Paris. C'est par rapport à ça. Et ça, l'équipe d'hier, là, qui affronte Lille ou qui affronte encore Lyon, elle perd face à ces équipes-là ou pas? L'équipe de départ hier. Hein. Régis et... elle perd... je sais pas, je me dis elle perd ou pas? Par rapport à l'équipe, la grosse équipe de Paris, si je peux me permettre, ils peuvent perdre, effectivement. Mais arrivé dans les dernières journées, cette équipe-là ne va plus jouer. Elle ne va pas jouer. En dehors, s'il y a des blessés. Mais s'il y a des blessés, des suspensions, des choses comme ça. Mais il y a toujours des blessés à Paris. Non, mais là, Neymar, il va revenir. Oui. Et puis après, il va y avoir un autre problème, etc. Ou ça sera Navas, tu auras Rico dans les buts. Même s'ils avaient des blessés, et ils en ont eu beaucoup cette saison, parce qu'on dit depuis le début, avec la préparation qu'ils ont eue, le mois de juillet, ils sont toujours au contact. Ils sont toujours au contact. Oui, mais ils n'ont pas 5-6 points d'avance. Parce que si à la 38e journée, tu me dis ils sont toujours au contact, mais ils ont 2 points de retard, ils sont toujours au contact. Dans les confrontations directes, ils ont pris 1 point sur 12, si je ne me trompe pas. Ouais. Et un match nul contre Lille. Totalement trompé. Moi, j'ai du mal à imaginer que ça va continuer comme ça. Et c'est-à-dire, en ayant pris 1 point sur 12, tous ces blessés, le changement d'entraîneur, etc., ils sont vraiment en portée de fusil. Et là, pour le coup, je pensais que peut-être que l'absence de Neymar sur un peu du long terme leur serait préjudiciable. Ça n'a pas été le cas. Il gagne les matchs quand même. Et donc, quand il va revenir, voilà, je pense que Ligue ne gagnera pas tous ses matchs, Lyon non plus. Et à mon avis, le Paris Saint-Germain va plutôt finir fort. Face à Paris, Lille et Lyon vont attendre le jeu. Est-ce qu'on peut avoir ce scénario-là? Face à Paris, dans les confrontations directes, Lyon et Lille vont plutôt attendre de faire le jeu. Surtout qu'ils sont au parc, ce sera au parc. Est-ce que c'est un scénario qui, finalement, sert les intérêts de Paris ou sert les intérêts de Lyon et Lille?
ça sert les intérêts de Lyon et Lille, et en particulier de Lille qui affectionne ce genre de... C'est la réponse que je voulais avoir, mais peut-être que vous pouvez me donner l'inverse. Oui, mais pour autant, le Paris Saint-Germain peut très bien gagner contre l'équipe bétonne. Je ne partage pas spécialement ça. Alors, Lille, Lille ne sont pas au mieux aujourd'hui sur ce qu'ils présentent, hein, c'est quand même difficile. Je trouve qu'il y a quand même de l'ambition dans leur jeu. De vouloir trop subir ou quelque part subir contre Paris, ils vont jouer contre nature, avec leur 4-4-2 classique. Et je pense que ça ne leur rendrait pas service de faire ça. Non, mais quand on dit jouer prudent contre Paris, c'est pas être... Pas avoir la responsabilité du jeu. Mais laisser la responsabilité du jeu à Paris, mais pas rester dans ces 30 derniers mètres. Quand on voit le match d'hier de Lille, même s'ils marquent à la fin, il y a quand même beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, même s'ils n'ont pas fait un grand match. Enfin, en face, c'est l'OM. Tu vois, mais ils aiment bien, on dit toujours, les transitions rapides, etc. C'est vrai qu'ils sont à l'aise dès qu'il y a un petit peu de... Comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, mais eux, ils sont un peu formatés comme ça. Mais ils peuvent faire les deux. Un seul chroniqueur n'a pas mis Paris, a mis Lille. On va aller voir Christophe Galtier, pas hier soir après la victoire, mais l'avant-veille lors de la conférence de presse qui jugeait ce match contre l'Olympique de Marseille finalement gagné. Écoutez ce que nous disait Christophe Galtier. On est dans une période un peu charnière et que c'est là qu'il ne faut pas lâcher, c'est là qu'il faut être très fort mentalement, c'est là qu'il faut leur préparation personnelle, mais aussi l'application des consignes, accepter des changements, accepter tout ce qui va se passer maintenant dans l'équipe, qu'il va y avoir aussi de la concurrence, qu'on va être sur la performance. Il annonce qu'il y a des changements, il annonce que finalement quelques habituels titulaires vont peut-être être un peu contestés, mais sur la période charnière, le moment de basculement, la victoire d'hier, est-ce que finalement c'est pour ça que vous avez choisi Lille dans le débat du soir, le débat tendance qui peut être... Entre autres, parce que la solution de facilité, c'est bien entendu de dire que le PSG va être champion. Mais oui. Comme ça, on n'a pas besoin de forcer. Et puis, on a très peu de chances de se tromper. Ceci étant dit... Moi, j'ai dit donner des arguments plutôt. Moi, j'ai dit Lille pour plein de raisons, notamment du match de hier soir, effectivement. Parce que c'est une victoire qu'ils sont allés chercher au mental. Tu vois bien que cette équipe, elle n'est pas résignée. Elle a su forcer son destin. Et je trouve, pour en avoir discuté avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, que Christophe Galtier arrive à maturité d'entraîneur, et qu'à un moment, vous savez, c'est comme au tennis, tu peux avoir la peur de gagner, la peur de ne pas y arriver. Et je le trouve extrêmement serein, extrêmement lucide, avec cette capacité à porter tout un club avec lui. Parce qu'on a parlé bien sûr des changements à Marseille, etc. mais il ne faut pas oublier aussi ce qui s'est passé à Lille. Ils auraient pu perdre le feed avec le changement d'actionnariat, arrivée d'un nouveau président, etc., avec un mode de fonctionnement complètement différent. Sur la première partie de saison, Christophe Galtier avec Thierry Oleksiak, ils étaient 2-3, ils se sont retrouvés complètement seuls. Campos n'était plus là, le président Lopez n'était pas là, et maintenant l'étang est omniprésent. Donc c'est 2 saisons dans une saison, et en fait ils ont gardé une ligne de conduite. Toujours la même ligne de conduite. Et ça, je trouve que c'est très fort. C'est pour ça que je dis que Galtier est à maturité. Il y a aussi l'élimination en Coupe d'Europe. Et ça, je maintiens que sur le coup, tu prends un coup sur le casque, mais derrière, ça te libère des énergies, ça t'allège ton calendrier, et qu'on sait très bien que la dimension athlétique mais physique, ça jouera aussi. On en avait parlé la semaine dernière. Vous avez actionné juste un petit truc, c'est la Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Moi, je me souviens d'une conférence de presse de Christophe Galtier. On a eu cette discussion-là hier, Bertrand, parce que vous étiez au stade hier. Ouais. On va revenir sur le premier match perdu par Lille contre l'Ajax. C'est un match décevant. On va revoir Christophe Galtier. Écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien la manière dont il parle de son équipe, et finalement des choses qui nous donnent peut-être une nouvelle lecture de son équipe et de ses joueurs, surtout de la manière dont ils vont gérer la pression. Écoutez-le. J'ai trouvé mon équipe un peu prise par l'enjeu ou par... je n'arrive pas encore à l'expliquer. J'ai trouvé des joueurs vraiment en dessous de leur niveau sur un plan technique, sur les espaces que l'on devait utiliser. Face à un adversaire qui vous est supérieur, on doit avoir beaucoup plus de maîtrise, et aujourd'hui, on a montré beaucoup de nervosité.
On va avoir des matchs là, des matchs avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de choses. Est-ce que là, ce qu'il nous donne, il nous donne et c'est de lui-même. Ça, c'était après le match aller. Oui. Parce qu'il y a eu le match retour contre l'Ajax, avec le contenu, et ils n'en sont pas, je trouve, ressortis cabossés. C'est vrai. C'est-à-dire que tu as quand même perdu, mais oui. effectivement, le match était mieux. Tu as perdu, en fait, tu l'avais perdu à l'aller, le match. Je veux dire, là, tu l'as mieux perdu, entre guillemets. Oui, mais tu l'as perdu, la qualification, tu l'as perdu à l'aller. C'était une énorme déception parce qu'ils voulaient aller loin. Et tu peux te dire, là, ça peut mettre un coup d'arrêt dans les têtes. Et ils ne vont pas redémarrer. Et ils ont un peu peiné. Vous, c'est la théorie du reset, un peu. Moi, c'est la théorie c'est la théorie qu'ils ont beaucoup appris. Et qu'ils ont beaucoup appris sur cette double confrontation face à l'Ajax, justement, sur ce qu'il ne fallait pas faire. Pour toucher et titiller le haut niveau. Parce que là, ils sont dans le haut niveau. Ils sont quand même. Ils sont leaders de Ligue 1. Régis, sur les progrès, moi, c'est une question. En général, on fait une connerie. On se dit, on va apprendre de nos erreurs. Mais le moment où on fait une connerie, ça, on sait. Et le moment où on a compris, on ne va plus la refaire. C'est-à-dire le moment où il faut la comprendre. Ça ne se vérifie pas toujours, malheureusement, parce qu'on la refait aussi de temps en temps. Et c'est la différence entre les gens bêtes et les gens intelligents, hein, Régis. Oui, mais c'est un collectif. Il y a des gens très intelligents qui font les mêmes conneries. Ça arrive aussi de temps en temps. C'est pas juste. Pas si bête. C'est vrai. Merci Didier. Vous parlez pour vous Non, mais même. Je suis pas permis. Une complicité, un petit échange de regards comme ça, avec une idée précise. Arrêtez de perturber votre voisin, Bernard. Sinon, plus de promo. J'ai une vision un peu... Tant qu'ils sont premiers, j'ai une sensation, tant qu'ils sont premiers, il y a une forme d'énergie qui peut se dégager de ça. Ouais. Ce qui s'est passé hier, par exemple. Ouais. Si une situation sur une journée, ils font un match nul et Paris gagne, ils viennent deuxième, avec un point de retard. Je ne suis pas certain de cette énergie qui dégage aujourd'hui sur des fins de match, qu'ils soient capables de... Je n'en sais rien, mais j'ai un doute là-dessus. L'énergie du leader, d'être premier aujourd'hui, elle existe. Après, je ne sais pas.